Vous aimez la littérature, vous appréciez la rencontre des cultures, vous êtes amoureux des mots et des belles expressions. Retrouvez-nous dans votre émission Randonnée, nouveau format. Avec Randonnée, allez à la rencontre de la littérature grâce aux écrivains invités, aux analyses des critiques et aux différentes chroniques. Randonnée, c'est tous les samedis de 8h à 9h sur votre radio Canal FM. Rediffusion dimanche de 21h à 22h sur la 93.5. Grâce à Randonnée, les littératures togolaises, africaines et mondiales sont désormais à votre portée. Randonnée, une présentation de Anoumou Amekoudi et Pascal Lossou. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre balade culturelle nous conduira à la découverte des actes du colloque organisé à Lomé les 3 et 4 juin 2021 sur Maître Agbo Ibor, une des figures marquantes de la scène politique au Togo depuis plusieurs décennies. Décédé en France le 30 mai 2020, il a été inhumé dans son village natal le samedi 11 décembre 2021. Les personnalités provenant des institutions étatiques et non étatiques du Togo, du Bénin, du Gabon et de la RDC n'ont pas attendu son inhumation avant de commencer la réflexion sur son héritage politique. Pour discuter des actes du colloque intitulé Maître Yaovi Agbo Ibor 1943-2020, histoire d'une vie et d'un temps, nous recevons ce samedi le professeur Joseph Kofi Noutepe Tchigbe, professeur titulaire d'histoire contemporaine et président du comité scientifique du colloque ayant accouché de l'ouvrage. Avec Randonnée, allez à la rencontre de la littérature grâce aux écrivains invités, aux analyses des critiques et aux différentes chroniques. Bonjour professeur Tchigbe. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans l'émission Randonnée pour découvrir ou faire découvrir au public du Togo et d'ailleurs les actes du colloque ayant porté sur Maître Yaovi Agbo Ibor. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je précise qu'en dehors du comité scientifique que vous avez présidé, il y a eu le comité d'organisation qui a été présidé par André Afanou, président du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Professeur Tchigbe, vous avez des précisions à faire au sujet des différents comités dont je viens de parler? D'entrée de jeu, je voudrais vous remercier de cette initiative qui, à terme, permettra aux Togolais de s'approprier le contenu de cet ouvrage. Effectivement, nous avons mis en place 2 comités, un comité d'organisation et un comité scientifique. Le comité d'organisation est présidé, vous l'avez dit, par M. André Kani Afanou. Et pourquoi? Parce que l'initiative vient de son centre, que vous avez rappelé tout à l'heure. Et je peux dire que c'est l'une des rares occasions à travers laquelle les acteurs de la société civile et les universitaires ont pu collaborer et ont accouché quelque chose de véritablement scientifique. Alors, en dehors de André Kani Afanou, nous avons eu, durant des acteurs de la société civile, des journalistes et des écrivains. Alors, nous les avons accompagnés, bien évidemment, pour leur faciliter la tâche en matière d'organisation, parce que les universitaires ont une longue tradition d'organisation de colloques, ce que les acteurs de la société civile n'ont pas forcément. Donc nous avons conjugué nos efforts pour que l'organisation soit réussie. En ce qui concerne le comité scientifique, vous savez que c'est l'apanage des universitaires, donc je l'ai présidé, mais il y a eu d'autres collègues, notamment le professeur Bachana, co-éditeur de cet ouvrage, qui a assuré les fonctions de vice-président du comité scientifique. Mais le comité scientifique est un comité international. Nous avons des Béninois dans le comité scientifique, nous avons des Gabonais et nous avons des Ivoiriens. Voilà comment le comité scientifique qui a évalué les articles scientifiques produits dans le cadre de ce colloque
a été constitué, et je précise que le travail a été méticuleux puisque nous avons adopté la formule d'évaluation en double aveugle, c'est-à-dire que celui à qui appartient le test évalué n'a aucune connaissance de celui qui évalue son test et vice-versa. Et donc, nous avons opté pour cela, pour garantir la qualité scientifique du document et éviter tous les a priori, des évaluations fantaisistes. Et je pense que c'est au bout de ce processus-là que nous sommes parvenus à la production de cet ouvrage. Vous parliez à l'instant, professeur Tchigbe, du fait que c'est le comité, ou bien le centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme que préside Kani André Afanou, qui vous a contacté pour vous proposer d'organiser un colloque sur Maître Agboibor. Des observateurs de la scène politique au Togo font la remarque que je voudrais soumettre à votre appréciation. Ils disent qu'un peu plus d'1 mois avant la disparition de Maître Yaovi Agboibor, le Togo avait perdu une autre personnalité politique, et pas des moindres. Je voudrais parler de Edem Kodjo. Un colloque est-il également prévu pour lui? Ou bien, quand André Afanou est venu vers vous, est-ce qu'il avait des propositions d'autres personnalités, ou bien c'était uniquement la personnalité de Maître Agboibor qui était sur la table? En toute franchise, lorsque M. André Kani Afanou nous a approchés, et la première question que j'ai eu à poser, c'est de savoir pourquoi Maître Yaovi Agboibor, pour dire qu'il était venu avec l'idée d'organiser un colloque en hommage à Maître Yaovi Agboibor. Donc je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Et je pense que cette question est récurrente parce que tout au long du processus d'organisation de ce colloque, je peux dire que la question des questions, c'est celle-là. Pourquoi Maître Yaovi Agboibor? Et je peux répondre à cette question en disant que, vous savez, même en science, tout choix est aléatoire. C'est-à-dire que vous avez beau choisir Edem Kodjo, on vous demandera pourquoi pas l'autre, c'est ça. Nous sommes inscrits dans une démarche simple. Nous nous sommes dit, il faudra bien commencer quelque part pour attirer l'attention des Togolais sur la nécessité d'étudier nos héros, sur la nécessité d'étudier les hommes politiques, les hommes de la société civile, faire leur histoire de vie pour essayer de voir de façon critique ce que ces personnalités, ces individus ont eu à apporter comme contribution à la construction de notre pays. Et donc, je ne peux pas dire que le choix de Maître Yaovi Agboibor est guidé par une objectivité totale. Le choix est subjectif. Nous sommes d'accord, mais j'ai accepté de collaborer, ainsi que les collègues universitaires qui nous ont accompagnés ont accepté d'y aller parce que nous nous sommes dit qu'il fallait commencer quelque part. Pour ce qui concerne M. Edem Kodjo, je crois savoir que des initiatives sont en cours. Et ce que je veux préciser aussi, c'est que nous avons fait pour Maître Yaovi Agboibor et nous n'avons pas le monopole de l'organisation des hommages ou des activités scientifiques. D'autres personnes aussi peuvent le faire. Et selon les informations que j'ai à ma possession, il y a des tractations qui sont en cours pour organiser un tel événement pour honorer la mémoire de Edem Kodjo. Mais je sais également qu'il y a eu, avant même l'organisation du colloque en hommage à Maître Yaovi Agboibor, un ouvrage dédié à la mémoire de Edem Kodjo. J'y ai contribué et je ne sais pas pourquoi ça traîne à sortir, mais l'initiative, je crois, date de 2020. Merci, professeur, de votre remarque, de votre contribution. Les actes du colloque publié en novembre 2021 comportent 270 pages subdivisées en 6 parties, encadrées par un avant-propos, une préface et une conclusion. La préface est signée par Pascal Bodjonan, ancien ministre. En la parcourant, cette préface, une première phrase ou un paragraphe entier retient mon attention. Il écrit ceci. Ensuite, le caractère innovant et pionnier de cette œuvre sert en même temps de prétexte qu'il est désormais opportun de prendre
en vue de provoquer une vraie dynamique qui instaure la culture de l'hommage de nos compatriotes illustres par une démarche scientifique qui s'affranchit des pièges des émotions et du parti pris, souvent source des dithyrambes et des descriptifs laudatifs non constitutifs de la vraie histoire que nous devons laisser en héritage aux générations présentes et futures. Professeur Chigbe, vous n'êtes pas l'auteur de cette préface, mais s'il vous était demandé d'en faire une explication de test, que pourriez-vous dire davantage aux auditeurs? Alors, d'abord, il faut dire un mot sur le choix du préfacier. Oui. Nous étions en plein colloque, on était en train de prononcer les propos conclusifs du colloque, quand tout à coup, l'idée de faire préfacer l'ouvrage par quelqu'un qui connaît très bien Maître Yaovier Agboibor a surgi. Nous étions à la table d'honneur et nous avons échangé. Nous nous sommes dit, l'idéal serait que ce soit un scientifique. Mais quand nous avons parcouru le paysage des hommes scientifiques à même de préfacer l'ouvrage, on s'est dit que très peu le connaissent à fond. Et quand vous lisez la préface, vous allez vous rendre compte que Pascal Boudjouna parle de lui comme un ami. Quand bien même il y a eu des divergences d'idéologie politique, c'est quelqu'un qui l'a pratiqué, c'est quelqu'un qui le connaît et c'est quelqu'un qui parle de lui comme un ami, même s'ils ont été des ennemis politiques. Et donc, tout de suite, on s'est dit, mais pourquoi pas Pascal Boudjouna? Et notre surprise a été grande dès qu'on a sorti son nom, lui-même il s'en est réjoui. Et c'est comme ça que nous avons désigné Pascal Boudjouna. Ce n'était pas préconçu, c'était pas mais c'est spontané. Spontané que c'est arrivé. Apprécié la spontanéité avec laquelle lui aussi il a répondu. Ouais. Alors, pour ce qui concerne le contenu de la préface, quand on lit bien le document, avant d'arriver au paragraphe qui a retenu votre attention, ouais, on voit très bien que le préfacier s'étonne d'abord du choix porté sur lui pour un ouvrage scientifique. Il se dit, mais pourquoi lui demander un travail aussi important? Parce que ce sont des intellectuels qui ont écrit, et on peut même dire qu'il se demande s'il allait pouvoir être à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Mais moi je pense que quand on lit la préface, il a vraiment été à la hauteur de la tâche, de la mission à lui confier. Et il montre un peu l'absence de la culture, de la célébration des mémoires et des acteurs clés de notre société. C'est vrai que lui, il a mis un accent particulier sur les acteurs clés, mais nous, dans notre introduction, nous sommes allés au-delà. Nous avons dit que tout Togolais, peu importe la classe sociale à laquelle il appartient, doit pouvoir être célébré à condition qu'il ait eu, à un moment donné de sa vie, à apporter quelque chose à l'avancée de notre société à nous tous. Donc, en fait, dans la dynamique de l'histoire de vie, nous estimons que les figures de proue de la société, certes, c'est-à-dire les hommes politiques, les militaires, les gouvernants, etc., qui ont pu apporter une certaine contribution à l'avancée de la société togolaise, doivent pouvoir être célébrés. Mais au-delà de ces personnes, même les personnalités les plus humbles de la société, à condition que ces personnalités-là ont eu, à un moment donné, dans leur domaine spécifique, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que ce soit dans le secteur du journalisme, que ce soit dans d'autres secteurs, à condition que la mémoire collective retienne de ces personnes-là une contribution certaine, on doit pouvoir les célébrer. Ne pas faire une focalisation sur les hommes politiques, mais diversifier les acteurs. Oui. Donc, pour ce qui concerne le paragraphe que vous avez cité, Pascal Boudjouna montre clairement qu'il est important qu'une dynamique s'instaure dans notre société. Et la dynamique doit pouvoir être instaurée autour de la culture de l'hommage à nos personnalités. Ici encore, il insiste sur les illustres
personnalités qui ont pu, comme des maçons, bâtir notre société. Mais il a lancé un appel, c'est-à-dire que dans cette démarche-là, il faut transcender tout ce qui peut être considéré comme de l'éloge, comme discours laudatif, transcender ça et retenir ce que ces individus ont réellement apporté. Parce que vous savez que quand on est dans le schéma des hommages, en Afrique notamment, on ne retient que les choses positives. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons dit qu'il faut un colloque scientifique. Et non un simple hommage. Un colloque scientifique pour que les parties les plus réussies du parcours de Maître Yaovi Agboibo et les parties les moins réussies, que tout cela soit mis dans une balance et qu'on puisse sous-peser et retenir finalement ce que ce personnage a laissé à la postérité. Effectivement. Dans la même préface, M. Bodjona fait la précision suivante: ce serait naturellement prétentieux de songer, évaluer avec précision et exactitude l'héritage intellectuel, spirituel, politique et même moral que laisse ce fils de couvée qui a su plonger profondément ses racines d'homme de culture dans le fertile terreau des valeurs identitaires endogènes du peuple Wachi. Mais ce serait aussi de notre part une belle occasion manquée de ne pas s'y essayer, tant le besoin de la transmission de la connaissance, du mode de pensée et d'action et des valeurs civilisationnelles qui définissent la vie de tout peuple nous tend la main et nous fait appel, surtout dans ce cas précis du vécu de Maître Agboibo. Devrait-on comprendre par là, professeur Tchigbe, que Maître Agboibo était tellement particulier et qu'il avait une personnalité un peu complexe qu'il fallait percer? Non, vous savez, quand vous interrogez les Togolais de ma génération, il y a beaucoup qui vous diront Maître Yaovi Agboibo, c'est un homme politique atypique. Atypique parce qu'il y a eu beaucoup de discours, il y a eu beaucoup de mythes autour à son sujet. Du personnage. Mais ce qui est intéressant en parcourant le vécu de ce personnage, c'est que, quoique intellectuel, c'est quelqu'un qui est profondément enraciné dans les valeurs endogènes. Et ces valeurs endogènes-là, on en parle d'ailleurs suffisamment dans le document, c'est un peu quelqu'un qui a à cœur les préoccupations de la veuve, de l'orphelin, des déshérités, et même de tout ce qui fait l'identité de nos terroirs. Et Maître Yaovi Agboibo ne faisait pas économie de la descente régulière dans son couvent natal pour prendre part à tout ce qui incarne l'identité de ce terroir-là. Et d'ailleurs, Maître Yaovi Agboibo a livré, selon ce que nous ont raconté les auteurs des différentes contributions de cet ouvrage, que si en 1985, il a décidé d'être candidat au Parlement, c'est parce qu'il y a eu une banale affaire de chefferie à Kouvé. Il dit, mais cette affaire-là, il estime pouvoir la régler en étant au Parlement. Donc, aller au Parlement, non pas pour les subsides que ça procure, mais aller pour défendre des valeurs. Et quelles valeurs encore? Des valeurs endogènes liées à la chefferie de Kouvé. Et il a réussi à régler ce problème avec maestria. Donc, le personnage est atypique de ce point de vue-là, du fait qu'il arrive à allier la connaissance moderne aux connaissances et valeurs endogènes. Parce que quand vous prenez d'autres acteurs politiques de sa génération, ce n'est pas sûr que vous retrouviez les deux aspects chez eux. C'est en cela que je peux dire que le personnage est atypique. Effectivement, le personnage est atypique, vous l'avez dit, et les scientifiques également l'ont prouvé dans leurs publications. On va faire une petite pause de quelques secondes pour écouter une chanson, le temps de revenir pour continuer sur la question des valeurs endogènes, la question qui a retenu l'attention de deux universitaires, à savoir les professeurs Akou Rotevi et Adama Poudra. Dans quelques secondes.
Merci au technicien qui nous a fait écouter cette belle chanson qui nous a permis de nous relaxer juste pendant quelques secondes. On revient à l'émission avec pour inviter le professeur Tchigbe qui vient nous parler des actes du colloque portant sur Maître Yaovi Agbo-Ibor. Les Togolais, de manière générale, s'intéressaient à Agbo-Ibor, qu'ils assimilaient à un politique ancré dans les valeurs africaines et proche des populations. Le professeur Tchigbe le rappelait avant qu'on aille à la pause. À juste titre, la 5e partie des actes du colloque est intitulée « L'homme du peuple et des valeurs africaines ». Deux contributions ayant des titres plus ou moins similaires m'interpellent. Il s'agit de Maître Agbo-Ibor et la promotion des valeurs endogènes, mythes ou réalités du professeur Akoyaro Tevi et L'homme du peuple et des valeurs africaines du professeur Adama Poudar. Dans son introduction, le professeur Akoyaro Tevi fait le constat suivant, je cite, « Dès lors,
parler de Maître Yaovi Agbo-Ibor en mettant le focus sur son rapport privilégié aux valeurs endogènes revient à clarifier ce rapport en mettant au jour ce qui le justifie et lui donne sens, non seulement pour Yaovi Agbo-Ibor lui-même, mais surtout pour son combat pour un Togo démocratique. Fin de citation. Le professeur Adama Podar semble répondre un peu au professeur Akwe Tevi, en tout cas à tous ceux qui sont intervenus sur les questions de valeurs endogènes. Il fait la précision suivante. On nous parle de valeurs endogènes. La problématique est de savoir si en politique, nous pouvons parler de valeurs. Professeur Chigbe, votre mot à ce sujet, mais votre réaction. Merci. Une précision. Le professeur Adama Podar a été discutant des tests de M. Akwe Adotevi et du journaliste, je crois, Piero Atiogbe. Voilà. Et donc, c'est de bonne guerre qu'il puisse réagir ainsi. Alors, pour revenir à la question des valeurs endogènes, je pense que dans les réflexions en prélude à l'organisation du colloque, on s'était posé la question de la nécessité d'avancer ou d'aller sur ce terrain de valeurs endogènes. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de politiques ne s'y retrouvent pas. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons évoqué le fait que Agbo-Ibor soit atypique en son genre. Maintenant, pendant le colloque, le professeur Akwe Adotevi nous a nourri notre esprit par rapport à ces valeurs endogènes-là, en essayant de citer un peu ce qu'il a retenu comme valeurs endogènes, notamment le fait qu'il soit attaché aux valeurs traditionnelles de la chefferie, le fait qu'il ait réussi à faire voter une loi au Parlement en ce qui concerne la démocratisation de la vente du sorabi, qui est une boisson locale. Pourquoi? Parce qu'il visait, à travers la proposition de cette loi-là, le bien-être de la population de Kouvé notamment. Ouais. Parce que, vous savez, dans ces milieux-là, beaucoup vivent de la commercialisation de cette boisson. Et Piero Atiogbe est revenu un peu sur d'autres aspects de l'engagement social de Maître Yaovi Agbo-Ibor, notamment le fait qu'il s'est battu pour que les églises charismatiques qui, autour de 1978, avaient été fermées, puissent être réouvertes, et les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la défense des intérêts de l'orphelin, de la veuve, etc. Maintenant, tout cela a suscité la réaction, quand même, du professeur Adama Podar, qui questionne d'abord est-ce qu'on a de valeurs, avant même de valeurs, même de peuple. De peuple, oui. Parce qu'on dit l'homme du peuple et des valeurs africaines. Il dit de quel peuple parlons-nous? Parce qu'il faut quand même que la notion de peuple soit comprise. Parce qu'il y a le peuple juridique, il y a le peuple qui est déshérité, il y a le peuple électoral, donc le peuple politique, etc. Et la question sous-jacente, c'est de savoir, quand il fait tout ça, est-ce que c'est désintéressé? Je parle de Maître Yaovi Agbo-Ibor, quand il s'engage ainsi aux côtés de la veuve, aux côtés de l'orphelin, est-ce que c'est désengagé? Est-ce qu'on ne peut pas lire derrière ces actions une façon de se constituer un peuple politique, c'est-à-dire un électorat? Et la preuve, c'est que quand on voit très bien les élections qui se sont succédées et auxquelles Maître Yaovi Agbo-Ibor a pu candidater, on a vu que dans sa zone, dans son fief, il a réussi à faire le plein score. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que c'est le peuple mangolais, c'est le peuple de Dapan, c'est le peuple de Dani qui tenait tellement à cœur aux politiques, Maître Yaovi Agbo-Ibor, ou alors c'est d'abord son peuple qu'il considère comme son électorat, son bastion électoral? La question est revenue. Maintenant, pour ce qui concerne les valeurs, il a dit clairement, le professeur Adama Podar, que la notion de valeur doit pouvoir être questionnée également. Vous l'avez lu, il demande si en politique... On peut parler de valeur. On peut parler de valeur. En réalité, tout dépend
de ce que nous mettons dans la notion de valeur. Okay. Mais ici, on n'a pas seulement parlé de valeur, puisque on n'a pas parlé de valeur éthique, on n'a pas parlé de valeur morale, pour que les gens ne nous critiquent pas en disant que, bon, en politique, est-ce qu'il y a éthique, est-ce qu'il y a morale, etc., etc. Mais ici, nous parlons de valeur endogène. Et je ne pense pas qu'on puisse dissocier la notion de valeur endogène de la notion de politique. Parce que les hommes politiques, vous savez, ce sont des opportunistes. Qu'ils m'en excusent. En tout cas, ils sont à l'écoute. Ce sont des opportunistes. Ce sont également des comment on appelle ça, des entrepreneurs. Et donc, ils essayent de voir où est-ce que leur entreprise peut prospérer. Où est-ce que leur intérêt se trouve. Et comment fructifier cet intérêt-là. Et par rapport à cela, je pense que en se mettant à fond dans les questions de valeurs endogènes, on veut s'allier la sympathie de tous ces Togolais-là qui sont ancrés dans ces valeurs endogènes et en faire un bastion électoral. Et je pense que, vu sous cet angle, on ne peut pas exclure la notion de valeur endogène du champ politique. C'est effectif. La partie consacrée aux positions scientifiques a été très importante dans les actes du colloque. Intéressons-nous à la deuxième partie intitulée « L'homme politique, parcours et contribution à la naissance et à l'avancée de la démocratie au Togo ». Dans un des articles co-signés par Amédi Payé, vous-même et le professeur Bachana, vous concluez ceci: c'est dire de façon métaphorique que l'histoire de la vie politique de Maître Yaovi Agboibor a été loin d'être un fleuve au cours tranquille. Sa renaissance en 2006 en tant que président du bureau directoire du dialogue intertogolais et sa nomination en tant que Premier ministre illustrent bien cet adage. Mais les dernières années de lutte du Sphinx de Couvé, entre guillemets bien sûr, renforcèrent son statut de l'homme dont la méthode fut incomprise. En rendant l'âme le 30 mai 2020, Maître Yaovi Agboibor est parti tout en restant convaincu d'avoir proposé la solution, entre guillemets également, pour une alternance au Togo. Qu'il ait raison ou tort, c'est à la génération actuelle ou future de le confirmer ou de l'infirmer. C'est votre conclusion dans les actes du colloque. Qu'est-ce que les participants à ce colloque ont pensé de ces mots avec lesquels vous avez conclu votre article ou bien votre communication? Non, je pense que c'est une affirmation partagée, pratiquement partagée par les participants. Par les participants, de manière générale. De manière générale, parce que tout le monde convient d'un fait, c'est que M. Yaovi Agboibor a laissé un héritage politique. Maintenant, quand on est sur le terrain de l'histoire de vie, en fait, l'acteur, une fois trépassé, n'aura plus son mot à dire. Oui. Et il appartient à la génération, puisque c'est la génération qui a le legs de son héritage. Il appartient à la génération d'apprécier ce que ce personnage a pu apporter comme contribution. Ouais. Et quand vous voyez très bien, on est revenu sur la méthode de M. Yaovi Agboibor, et le Gabonais Jean-François Ouaille est revenu là-dessus amplement en parlant même de la méthode agboïbienne. Et un peu, c'est la méthode du dialogue, la méthode de la conciliation, la méthode de la concertation, etc. Et la méthode de la cogestion. Parce que Agboibor est convaincu du fait que pour faire bouger les lignes, pour que l'alternance vienne, il ne faut pas se mettre à l'écart de ceux qui dirigent, ceux qui sont aux affaires. Il faut travailler avec eux. Travailler avec eux et comme ça, identifier leurs points faibles afin de pouvoir affiner sa stratégie à soi pour pouvoir le mieux combattre ceux qui sont aux affaires. Et donc, quand vous voyez tout ça, c'est vrai que on peut dire que la méthode agboïbienne n'a pas pu porter ses fruits comme cela se doit. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avions dit dans la conclusion générale que Agboibor a fait sa part et que la génération montante doit pouvoir jouer également sa partition. Et Kakou Ngoubo nous a gratifié d'une observation assez intéressante. Laquelle? C'est qu'il disait dans son intervention
que à chaque fois que la méthode agboïbovienne a eu à sortir ou à heurter contre les susceptibilités de ses collègues politiques, il a cherché toujours à trouver une alternative. Et l'alternative, c'est que quand il estime que cette voie-là risque de ne pas mener aux objectifs poursuivis, il faut réfléchir pour voir comment trouver un chemin de contournement. Et ça, c'est la particularité de Maître Yaovi Agboibo. Et ça lui a valu des animosités, ça lui a valu des noms d'oiseaux impurs, des inimitiés. Parce que les gens pensaient qu'il était fortement proche de la tendance présidentielle. Voilà, le pouvoir en place. Mais en réalité, quand on scrute tout ce qu'il a laissé comme héritage, on peut se dire, il n'a pas vécu inutilement. Et dans notre article, nous avons estimé que c'est vrai, il a fait ce qu'il a pu faire, malgré les imperfections, parce qu'il est un homme, et avec ce que cela implique comme défaut, comme imperfection. Mais déjà, avoir ce qu'il a eu à réaliser en termes politiques, on peut dire qu'il a joué sa partition. Mais là où nous nous sommes désolés, et ça je le dis à quiconque veut en savoir, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que, après avoir déclaré officiellement sa retraite politique, ils reviennent aux affaires. Ou bien ils tentent de revenir aux affaires. Il est revenu. Il a repris les commandes de sa formation politique. Oui. Et à mon avis, c'est la plus grosse erreur qu'il a commise. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous, universitaires, nous disons qu'un maître qui est parti à la retraite sans relève, c'est un maître qui a vécu inutilement. Franchement. Et c'est la tendance actuelle dans les milieux universitaires. Vous ne pouvez pas être porté au pinacle de la science sans préparer la relève avant de partir. Et je pense que ça doit être également le cas en politique. La preuve, c'est que aujourd'hui, le CAR a des difficultés. Et il y a des journaux qui sont sortis dans la semaine qui essayent de se poser la question de savoir si le CAR va réussir à survivre à son fondateur. Et je pense que la question vaut son pesant d'or. En tout cas, on le saura dans les mois et années à venir si le CAR va survivre à son fondateur, Maître Yaovi Agboibo, qu'il repose en paix. Dans la première partie de l'ouvrage, je reviens un peu en arrière si on peut le dire, cette partie a été consacrée au témoignage fait par Abdou Assoumon, fait par Maître Lawson Bankou, Maître Robert Dossou, Maître Koufigo. Dans le témoignage de Maître Robert Dossou, il dit ceci: ce que je dois dire est que le travail qu'Agboibo a fait ici, moi, je l'ai pris pour convaincre Mathieu Kérékou et finalement le Bénin a ratifié aussi la charte. Donc, Yaovi Agboibo a servi de relais à la mise en œuvre de cette charte des droits de l'homme. Les gens ne le comprenaient pas, mais quand vous êtes convaincu de quelque chose, il faut faire ce dont vous êtes convaincu et vous ne vous occupez pas des autres. Professeur Tchibé, je voudrais savoir, Agboibo n'a pas seulement impacté le Togo finalement, il a impacté la sous-région ouest-africaine, voire l'Afrique. Exactement, Maître Yaovi Agboibo a impacté toute l'Afrique. Et moi-même, je n'avais pas une connaissance aussi précise de l'ampleur de son impact au-delà de nos frontières. C'est dans l'organisation de cette manifestation scientifique que je m'en suis rendu compte. Parce que nous avons eu des gens qui nous ont appelés pour dire qu'ils auraient voulu venir témoigner de vive voix de ce que fut l'œuvre de Maître Yaovi Agboibo. Mais vous savez, on était en plein Covid ouais. Et ce n'était pas possible que les gens viennent. Mais nous avons quand même réussi à avoir des témoignages de fonctionnaires internationaux qui ont dit clairement ce que Maître Yaovi Agboibo a apporté comme contribution à l'avancée des droits de l'homme, à l'avancée de la démocratie au Togo comme ailleurs en Afrique. Donc pour dire que la dimension internationale de l'homme n'a souffert d'aucune difficulté. Et quand on y voit très bien, on peut dire aussi que Maître Yaovi Agboibo n'a pas réussi, bon, comme on dit, hein, nul n'est prophète chez soi, on n'a pas su mesurer
l'importance du personnage chez nous, puisque ailleurs, quand les gens vous parlent de Maître Yaovi Agboibo, mais c'est un peu comme s'il était un dieu. Et ce qui a contribué à tout cela, c'est aussi sa profession d'avocat. Oui. Parce que, en dehors du fait qu'il a été politique, il a été un avocat hors pair, et en défendant les hommes, en défendant les déshérités, en défendant les orphelins et tout ça, il a réussi à se faire un nom, et ce qui lui a vraiment préparé le terrain pour que dans les pays où il a été très introduit, que son intervention sur le terrain politique n'ait eu aucune difficulté. Merci, professeur Tchigbe. Nous aurions aimé continuer le débat ad vitam aeternam, mais le temps est un peu contre nous. On va devoir conclure. Je voudrais vous laisser votre mot de la fin par rapport à tout ce débat qu'on vient d'avoir et par rapport au colloque qui a eu lieu. Et s'il y a d'autres colloques qui sont prévus sur les hommes politiques, sur les hommes d'action, sur les leaders d'opinion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? 2 mots. Le premier, c'est que j'invite les Togolais à lire cet ouvrage. Effectivement, comme certains nous l'ont dit, on ne peut pas parler de Maître Yaovi Agboibo en 270 pages. Ouais. Et les gens ont dit même qu'il faudrait que nous précisions sur l'ouvrage tome 1 pour dire qu'il y aura d'autres tomes. Ouais. On est d'accord avec eux, mais c'est de façon synthétique que nous avons présenté l'ouvrage. Et donc, notre génération, ou les générations montantes en Afrique, surtout, sont en perte de vitesse. On est en train de chercher des modèles et nous-mêmes, nous sommes les bourreaux de nos héros. C'est-à-dire ceux qui, malgré leurs imperfections, peuvent être considérés comme des leaders, nous sommes en train de les tuer. Or, nous nous plaignons de ce que nos enfants, la jeunesse... n'est pas de modèle à suivre. Donc je pense qu'il faut que nous puissions changer d'avis pour que ce que nous avons fait là puisse inspirer d'autres. De sorte que ce soit dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine politique, qu'on puisse identifier des acteurs qui ont réussi à un moment donné à impacter positivement notre société. Deuxième chose, c'est que cette initiative, nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin, parce qu'avoir l'écho que cela a eu au sein de la communauté togolaise et d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir à identifier d'autres personnages et je pense que peut-être ce ne serait plus un homme politique, peut-être un acteur de la vie économique aussi, pour diversifier. Et pourquoi pas une femme de poigne? Ça peut être également une femme. Nous sommes, disons-le ainsi, en train de réfléchir et le moment venu, la presse sera informée de ce que nous aurons retenu. Merci infiniment, professeur Tchigbe, d'être venu. Vous êtes prof titulaire d'histoire contemporaine et vous avez présidé le comité scientifique du colloque organisé à Lomé en juin 2021 sur Maître Yaovi Agboibo. Merci. C'est plutôt moi qui vous remercie. Avec Randonnée, allez à la rencontre de la littérature grâce aux écrivains invités, aux analyses des critiques et aux différentes chroniques. Chers auditeurs, nous vous retrouvons pour continuer l'émission avec l'actualité littéraire qui sera présentée par Solim Kayaba. Bonjour Solim. Bonjour cher Anoumou, bonjour à tous les auditeurs de Randonnée. Tu as au moins 4 informations pour nous aujourd'hui. La première, elle concerne une cérémonie de dédicace d'ouvrages littéraires au campus universitaire de Kara. Le département de lettres modernes et le club littéraire de Kara organisent ce samedi la dédicace de l'œuvre Un funeste destin. L'œuvre est de Fambi Kokou Isaac. La cérémonie va se tenir à Kara à partir de 8h au sein de l'Agora 502. Je pense qu'il faudrait préciser que cet ouvrage a obtenu entre-temps un prix du club littéraire, le prix Plume en herbe, c'est ça? Effectivement, cher Anoumou. Merci. La deuxième information, elle concerne une autre dédicace, mais qui a lieu cette fois-ci à Lomé, à l'hôtel du 2 février. Oui, les éditions Aoudi et Lucia Comisa lancent la dédicace de l'œuvre Sœur consanguine à l'hôtel 2 février. L'événement prendra effet à partir de 14h30. Donc les auditeurs sont invités à se rendre à l'hôtel 2 février pour écouter l'autrice, qui est publiée par les éditions Aoudi. La troisième information, Solim, elle a trait à quoi?
La bibliothèque de l'Université de Lomé sera lieu d'échange entre écrivains sur le thème « Les contrats d'édition et droits d'auteur ». Tous les écrivains sont conviés à prendre part à cette rencontre. L'événement est prévu à 10h ce samedi. Donc, c'est juste après l'émission randonnée. Les gens peuvent se déplacer pour aller sur le campus de Lomé pour écouter les auteurs parler de leurs questions de droit. La dernière information que tu nous offres ce samedi concerne L'amour et le sang, qui est l'ouvrage du mois de mars 2022 au Togo. L'Institut Goethe va accueillir le 31 mars prochain le café littéraire portant sur l'amour et le sang, une œuvre de Claude Assiobo-Tis. Les échanges démarrent à 18h30. Donc, c'est terminé ou bien tu as encore quelque chose pour nous? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs. Merci à vous et à très bientôt. Merci à toi, Solim, pour les informations de la page littéraire, ou bien de l'actualité littéraire. Nous allons continuer l'émission avec la chronique italique avec Pascal Lossou. Avec Randonnée, allez à la rencontre de la littérature grâce aux écrivains invités, aux analyses des critiques et aux différentes chroniques. C'est maintenant l'heure de la chronique italique avec Pascal Lossou. Bonjour Pascal. Bonjour Chéranou et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons, comme d'habitude, à deux expressions. La première, c'est ni voix goutte. Ni voix goutte. L'expression signifie ne rien voir. Alors, l'origine de l'expression ni voix goutte. Afin de mieux comprendre les origines de cette expression française, il faudrait commencer par définir les thèmes qui la composent selon le dictionnaire de l'époque. Le thème goutte a existé sous la forme de goutte depuis le Xe siècle et s'explique par petite quantité. Le fait de ne rien voir va se traduire par ne pas voir même une quantité infime. Par ailleurs, et selon d'autres interprètes, l'expression « ni voix goutte » est basée sur une survivance d'une forme de négation propre à l'ancien français. En effet, dans la langue médiévale, la négation s'exprimait par « ne goutte » où goutte remplaçait goutte et servait à remplacer la négation. C'est avec l'évolution de la langue que goutte s'est transformée en goutte. Et donc, comprenez tout simplement que l'expression « ni voix goutte » veut dire « ne rien voir ». « Ni voix goutte » veut dire « ne rien voir ». Alors, une autre expression, c'est « ne pas s'en faire une miette ». Ne pas s'en faire une miette. Ne pas s'en faire une miette veut dire « ne pas s'inquiéter ». Ne pas s'inquiéter. L'origine de l'expression « ne pas s'en faire une miette », afin de mieux comprendre les origines de cette expression française qui remonterait au XVIe siècle, il faudrait commencer par définir les thèmes qui la composent selon le dictionnaire de l'époque. La miette désignait à l'époque une petite quantité de quelque chose et ne pas s'en faire serait le diminutif de ne pas se faire de soucis. De ce fait, notre expression serait prise donc dans le sens de ne pas se faire même un tout petit peu de soucis pour quelque chose. Ne pas se faire même un tout petit peu de soucis pour quelque chose. Et donc, l'expression française synonyme, c'est ne pas se faire de soucis. Ne pas se faire de soucis. Ne pas se faire de soucis. Et donc, comprenons tout simplement que l'expression ne pas s'en faire une miette veut dire ne pas s'inquiéter ou ne pas se faire de soucis. Ne pas s'inquiéter ou ne pas se faire de soucis. Chers à nous, c'est fini pour les expressions du jour. Nous allons nous retrouver la prochaine fois pour d'autres expressions. Merci Pascal pour ta chronique. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce samedi. Chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin. Donc nous vous souhaitons un très très bon week-end. Nous avions eu comme invité de cette émission le professeur Tchibé qui est venu nous parler des actes du colloque Maître Yaovi Agboibor 1943-2020, histoire d'une vie et d'un temps. Donc, si vous voulez nous suivre de nouveau, vous pouvez capter la chaîne Canal FM le dimanche de 21h à 22h. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.